les trailers mentent. Bon, ok, pas toujours, mais souvent quand même. Crimson Desert sort dans une semaine à peu près. Et depuis 2020, on nous montre des panoramas gigantesques, des combats de malades, des dragons mécaniques. Bref, on nous montre des images. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'images, on va parler d'ambition. En 2020, Crimson Desert est présenté comme un préquel à Black Desert, un projet connecté à leur MMO. Puis le jeu disparaît, les mois passent, les années passent. Quand il revient, il n'est plus du tout le même. Le multijoueur disparaît, le projet devient un standalone solo massif. 6 ans. Il aura fallu 6 ans pour passer d'un MMO à un monde solo. Alors ce n'est pas un retard, c'est une réécriture complète. Ce genre de pivot laisse souvent des traces, des cicatrices, parfois même des failles. Mais aujourd'hui, le jeu est gold. Les dernières previews parlent de combats denses, engagés, d'exploration cohérente. Ce n'est plus du tout un concept, c'est un projet presque finalisé. Et c'est vraiment là que le pari commence. Quand on parle de Pywell, beaucoup vont comparer. On va parler de taille, de kilomètres carrés, de plus grand que. Mais la question n'est vraiment pas là. Ce qui compte, ce n'est pas combien d'espace il y a, c'est comment cet espace tient. Passer d'une toundra à un désert, d'une forêt à une ville, sans que le monde ne se coupe. Pas d'écran noir, pas de respiration forcée, juste une continuité. Et cette continuité, c'est elle qui crée la crédibilité. Les PNJ ont des routines, ils travaillent, se déplacent, réagissent. Si vous commettez un crime, vous pouvez être traqué, arrêté, emprisonné. Ce ne sont pas des lignes de texte, ce sont des conséquences. La taille d'une carte n'a jamais créé de l'immersion. Mais la densité, oui. Crimson Desert ne commence pas par une conquête, il commence par une chute. Les Greymans sont brisés, dispersés après l'embuscade des Black Bears. Cliff ne part pas sauver le monde, il tente de reconstruire ce qui reste. Certains ont survécu, Unka, Damian. D'autres encore perdus quelque part dans Pywell. Et Cliff ne part pas simplement chercher des compagnons. Il essaie de reconstruire un groupe qui a été brisé. Le camp devient alors le cœur de cette reconstruction. Il évolue avec vous. La forge s'améliore. De nouvelles structures apparaissent. Le camp gagne en autonomie. Mais surtout, vous pouvez confier des missions aux membres des Greymans. Pendant que vous explorez le monde, le camp continue de tourner. Et ça, c'est super important parce qu'on ne parle pas d'un simple hub. On est en train de parler d'un système parallèle. Un endroit qui continue à exister, même si toi, tu n'y es pas. L'ambition ici n'est pas spectaculaire, elle est structurelle. Si ça fonctionne, les Greymans ne seront pas un décor, ils seront une responsabilité, un poids. Crimson Desert ne cherche pas à être un Souls-like, mais ce n'est pas non plus un simple spectacle. On est entre les deux. Les ennemis peuvent être projetés, utilisés comme boucliers. Le terrain entre en jeu, la météo aussi. La pluie peut amplifier la foudre et le vent peut propager le feu. Le monde ne sert pas seulement de décor, il participe. Mais soyons honnêtes, l'impression ne dure jamais très longtemps. Un combat spectaculaire va te tenir 5 minutes. Un système de combat profond, lui, va te tenir 50 heures. Et c'est sur ce point-là, précisément, que tout va se jouer. Au-delà de son monde ouvert, Crimson Desert semble miser sur un gameplay très physique. Dans les différentes séquences montrées jusqu'ici, on voit Cliff utiliser plusieurs types d'armes. Des armes de mêlée classiques, comme l'épée, mais aussi des armes à distance, notamment avec l'arc. Certaines capacités évoquent même des pouvoirs spéciaux. Et c'est là que Crimson Desert devient intéressant, car le jeu ne semble pas vouloir reproduire un système de combat classique d'un RPG, mais plutôt l'idée d'avoir un type de combat très physique, où le décor et la position du joueur peuvent changer l'issue de l'affrontement. Le jeu semble aussi permettre d'utiliser l'environnement lui-même, projeter un ennemi contre un rocher, le faire tomber d'une falaise ou l'écraser contre certains éléments du décor. Dans certaines séquences, on voit même le personnage grimper directement sur ses adversaires. Et cette liberté ne s'arrête pas au combat. Le personnage peut également grimper sur de nombreuses surfaces, falaises, ruines, bâtiments, structures. Une manière de rendre l'exploration beaucoup plus verticale. Et pour parcourir ce monde immense, tout ne se fera pas forcément à pied. Le jeu propose aussi des montures, permettant de traverser les différentes régions beaucoup plus rapidement. Et un autre petit point intéressant, dans certaines présentations, Pearl Abyss a confirmé la possibilité d'avoir d'autres personnages jouables que Cliff. Des compagnons avec leurs propres compétences. Mais jusqu'où ira ce système ? Simple soutien ponctuel ou une vraie mécanique de gameplay ? Mais tous les ennemis ne se battent pas de la même manière. On trouve des adversaires classiques, mais aussi des ennemis beaucoup plus puissants.
des boss avec leurs propres patterns. Et pour les affronter, il faudra surveiller une ressource importante, l'adrénaline. Et mal la gérer pourrait rapidement transformer un combat spectaculaire en erreur fatale. Pearl Abyss insiste, Crimson Desert n'est pas un RPG pur. Moins de statistiques, plus d'action-aventure systémique. Un choix cohérent, ils viennent d'un MMO dense. Ils veulent un solo maîtrisé, concentré, plus lisible. Mais c'est aussi un pari. Un monde seamless, ce n'est pas juste une promesse artistique, c'est une promesse technique, parce qu'un monde qui ne coupe jamais doit tenir. Ici, Pearl Abyss ne s'est pas reposé sur l'UE5. Ils ont gardé leur moteur maison. Et ce choix, il est lourd de sens. Un moteur propriétaire, ça donne du contrôle, mais ça enlève les excuses. Lors d'une récente démonstration, on a vu le jeu tourner en 4K avec Ray Tracing activé sur une RX 7900 XTX. Et ce n'est pas un détail. Parce que RDNA 3 chez AMD n'est clairement pas réputé pour être le plus efficace en ray tracing face au RTX de Nvidia. Donc si la démo tient là-dessus, ça veut dire que l'optimisation est sérieuse. Mais une démo maîtrisée, c'est un passage, c'est pas une cinquantaine d'heures dans un monde ouvert. C'est là que la vraie épreuve commence. La vraie question n'est pas est-ce que ça tourne en 4K, la vraie question c'est est-ce que ça tourne correctement quand la ville est dense, quand la pluie tombe, quand les particules s'accumulent. Parce que sur le papier, on te demande une GTX 1060 au minimum. Ok, techniquement ça fonctionne, le jeu se lance. Mais on le sait tous. Ça démarre et est-ce que ça tient ? Ce sont deux choses totalement différentes. Ensuite, on te demande une RTX 2080 en recommandé. Ok, on est un peu plus sérieux là. Mais ce n'est qu'un point de départ. Le plus important, ce n'est pas la moyenne des FPS, même si tu vas regarder ça au lancement dans le coin de ton écran. Le plus important, le point le plus primordial, c'est la stabilité, les fameux 1% low. Quand la ville est pleine de PNJ, quand la météo s'emballe, quand le combat devient totalement chaotique. Et là, si ça s'écroule, à ce moment-là, à ce moment précis, c'est fini. Le monde cesse d'exister. Le jeu sera à 70 € en édition standard. Rien d'exceptionnel, mais en 2026, ce n'est plus vraiment le prix, pose question. C'est ce qu'il y a autour. Il existe une version de luxe, des cosmétiques, une monture, des skins. Enfin bref, rien qui modifie la progression. Et ça, c'est super important, parce qu'on est sur un vrai jeu solo. Pas de multi-compétitif, pas de battle pass, pas de boutique annoncée, pas de carotte hebdomadaire pour te ramener. C'est presque inhabituel aujourd'hui. Un jeu solo massif, vendu comme un jeu solo massif, pas comme une plateforme. C'est courageux, mais c'est aussi risqué parce qu'un jeu solo à 70 €, il doit tenir de lui-même, pas par des mises à jour saisonnières ou par des skins édition limitée, juste par la solidité et la richesse de son monde. Et ça, c'est un vrai pari. On parle d'une campagne qui durerait entre 50 et 80 heures. Et si tu fouilles absolument tout, si tu chasses les trésors, les factions, les secrets, certains évoquent 200 heures. Mais les heures ne veulent pas dire grand-chose. Red Dead durait longtemps. Skyrim durait longtemps. Des dizaines d'autres jeux durent longtemps. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est la trace. Je préfère 30 heures intenses qu'une centaine d'heures diluées. Parce qu'un monde immense qui se répète ne devient pas plus immersif. Il devient plus creux. 80 heures peuvent devenir un voyage. Sinon, ça devient une checklist. Quand on met tout bout à bout, on ne parle plus d'un simple monde ouvert. On parle d'un studio qui a quitté son confort du MMO pour tenter quelque chose de beaucoup plus fragile. Un solo massif, sans filet. Un monde seamless, un système physique qui interagit avec lui-même, un camp qui évolue, des factions, des choix, pas comme une liste de features, comme une structure. Ce genre de projet ne se rate pas un peu. Soit ça marque une génération, soit ça s'écroule complètement sous son propre poids. Crimson Desert est probablement le projet solo le plus ambitieux de Pearl Abyss. Et l'ambition est une arme à double tranchant. Dans une semaine, on saura si Crimson Desert est un monde, un vrai monde, et pas juste une vitrine. Perso, j'ai envie d'y croire. Je veux y croire. Je veux croire qu'il y a quelque chose là-dedans. Pas juste du sable. D'ailleurs, sable. Écris-le dans les commentaires. N'hésite pas à en faire un jeu de mots, une idée, une phrase, bref. Fais-en ce que tu veux. Montre-moi simplement que tu es resté là jusqu'au bout, et pas qu'en tant que simple spectateur. L'immersion ne se promet pas. Elle se vit. Sur ce, c'était Nagalti. Ciao.